Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Commençons, si vous le voulez bien, par ces révélations du projet Pegasus du Consortium international de journalistes auquel participe la cellule investigation de Radio France, un logiciel espion utilisé par le Maroc pour surveiller des journalistes, des patrons de presse au Maroc, mais aussi en France, avec beaucoup de journalistes. 1000 Français en tout étaient ciblés. Je vous propose qu'on écoute Laurent Richard, le fondateur de Forbidden Stories, qui était notre invité hier. C'est une surveillance massive de milliers de personnes par une dizaine de gouvernements qui ont pour point commun d'avoir acheté auprès de cette société israélienne qui s'appelle NSO Group ce logiciel, le logiciel Pegasus qui est considéré par les Israéliens d'ailleurs comme une arme. Il faut obtenir une licence militaire pour pouvoir l'exporter. Et c'est une arme extrêmement sophistiquée qui vise à connaître tout de vous. Est-ce que la France, Adrien Quatennens, doit demander aujourd'hui des explications au Maroc, prendre des sanctions? C'est clair. D'abord, c'est un scandale absolu. Si tout ça est vérifié, c'est d'une gravité totale. Je pense que, bon là, on parle de surveillance, mais c'est bien plus que ça. C'est de l'espionnage massif. Très franchement, pour avoir lu les articles qui sont parus, si tout cela est vérifié, James Bond peut aller se rhabiller, quoi. C'est pire encore que l'affaire Snowden qui avait révélé, vous vous en souvenez, l'espionnage auquel avaient procédé les Américains, y compris de certains chefs d'État. Bon, il faut rappeler, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien de quoi on parle, c'est une société israélienne, NSO Group, qui vend exclusivement à des États ou à des agences gouvernementales sa solution informatique appelée Pegasus, qui est en réalité un logiciel qui, lorsqu'il arrive sur votre téléphone sans que vous vous en apercevez, permet de tout aspirer. C'est-à-dire vos conversations téléphoniques, les conversations mail, vos données photos, absolument tout, vos mots de passe et tout le reste. On dit même que le logiciel permet d'activer la caméra de votre téléphone sans que vous en aperceviez ou utiliser votre téléphone comme micro dès lors qu'il est posé sur une table. Disons donc les choses, dès lors que vous êtes infecté par un tel logiciel, il n'y a absolument plus aucune vie privée et tout ce que vous racontez est transparent. Et on voit en réalité que dans les cibles, alors que la solution est vendue, et il faut le rappeler, cette solution est vendue par la société NSO Group systématiquement, donc je le disais, à des États ou des agences gouvernementales, avec à chaque fois, pour chaque vente, l'aval, l'autorisation en quelque sorte du gouvernement israélien. Et tout cela est affiché en disant... Là aussi, il faut demander des explications au gouvernement israélien. Évidemment, il y a plusieurs choses. Je vais y venir parce que d'abord, c'est concrètement, ce logiciel est vendu pour, soi-disant, et d'ailleurs il le permet, on le vérifie, lutter contre la criminalité et le terrorisme. Mais dès lors que vous avez des avocats, des journalistes dans des proportions considérables, des politiques, des militants, parfois de simples activistes qui sont visés, on est dans autre chose que la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Alors, dès lors qu'il s'agit d'une solution vendue à des États, un certain nombre de questions se posent. D'abord, l'État français était-il au courant ? Et on comprend assez mal que des États comme le Mexique aient pu avoir recours à cette solution sans que notre nation n'ait été informée, sans que le gouvernement n'ait été au courant. Vous mettez en doute, effectivement, alors quoi, que le fait que l'État français protège bien ses citoyens. Je pose la question de savoir si le gouvernement français était au courant ou non, non seulement de l'existence de cette solution informatique, mais ça, a priori, il n'y a pas de raison d'en douter, je pense que tout le monde était au courant de son existence, mais des défaillances graves qui ont été révélées sur l'usage de cette solution qui, en l'occurrence, là, ne sert pas à lutter contre la criminalité, mais à espionner massivement des politiques, des journalistes, des avocats. La France n'a pas du tout acheté ce logiciel. Alors, l'État français ne l'a pas acheté, mais était-on au courant que certains de nos compatriotes, et parmi lesquels, j'ai dit, des journalistes, des avocats, des politiques, étaient espionnés? Première chose. Ensuite, n'en restons pas là. Désormais, que compte-t-on faire? Est-ce qu'on va demander oui ou non des explications à cette société sur le fait de savoir si elle vérifie correctement comment ses utilisateurs et ses clients utilisent son logiciel? Et ensuite, si se vérifie ce qui a été cité par cette enquête du consortium de journalistes, le fait que certains États, a priori il y a une vingtaine d'États qui sont mis en cause pour avoir utilisé de manière frauduleuse, entre guillemets, cette solution informatique, pour ce qui concerne les 1000 numéros de téléphone français qui sont visés, eh bien, qu'a l'intention de faire le gouvernement? Est-ce qu'ils vont demander, en effet, non seulement des explications, mais est-ce que si tout ça se vérifie, il y aura des sanctions? Par exemple, si ça se vérifie contre le gouvernement marocain, si en effet, il est avéré que les Français ont été ciblés par ces services. Allez-y, Jean-Jérôme. Une dernière question, précision plutôt, quand vous dites est-ce que le gouvernement français était au courant? Donc, Adrien Quatennens, vous demandez aux responsables du renseignement français, voire au ministre en tutelle de ce renseignement,
de s'expliquer aujourd'hui? Évidemment, de nous donner toutes les informations sur le fait de savoir si eux-mêmes étaient informés de l'existence de cette solution, mais ça je pense que c'est absolument certain, parce que vous voyez, moi j'ai regardé un peu dans le détail, cette solution elle a notamment été utilisée au Mexique contre les parlementaires qui défendaient une taxe sur les boissons sucrées, les sodas. Vous voyez, donc ça veut dire que clairement, on est en présence d'un logiciel qui, sous couvert de permettre de traquer les criminels, les terroristes, est en fait un logiciel qui permet un espionnage de masse du monde politique, des avocats, des journalistes. C'est d'une gravité absolue. Et comment on s'en protège, Adrien Quatennens, pardonnez-moi, cette technologie ultra sophistiquée qui vient de cette société israélienne, elle existe par ailleurs. Comment on s'en protège? Est-ce que la France a les moyens de protéger ses citoyens? Les choses. Cette technologie, même si elle est hyper invasive et qu'elle permet des choses considérables, c'est pas non plus le niveau de ce que fait la NSA en matière de caractère intrusif des enquêtes qui sont réalisées. Donc, je veux dire, j'imagine assez mal qu'un État comme la France n'ait pas les moyens de se protéger de telles intrusions. Donc, première chose, était-on au courant? Qu'a-t-on l'intention de faire, non seulement vis-à-vis de cette société, et pourquoi pas même du gouvernement israélien, qui systématiquement donne son accord pour la vente de ce produit, d'une part, et ensuite, pour les États qui auraient fait usage de cette solution contre des Français, et notamment les avocats, les journalistes, les politiques qui ont été ciblés, eh bien, va-t-on engager non seulement des demandes d'explication, mais, le cas échéant, des sanctions? On ne peut pas en rester là avec un tel niveau de gravité sur les révélations. Et d'ailleurs, je crois comprendre que les révélations vont se poursuivre tout au long de la semaine et que donc on n'est pas au bout de nos surprises. Ces révélations sont très récentes, Adrien Quatennens, notamment de la part effectivement de la cellule d'investigation de Radio France. Mais est-ce que vous pouvez d'ores et déjà considérer que l'Assemblée nationale, ou en tout cas votre groupe, les députés de la France insoumise, voire d'autres, doivent prendre une initiative, par exemple une mission d'information ou une demande de commission d'enquête? Écoutez, on apprend ces nouvelles tout récemment comme vous. On va en parler ce matin. Nous avons une réunion au groupe parlementaire. La plupart des groupes se réunissent en général le mardi. C'est clair que le sujet sera à l'ordre du jour de notre discussion. Et je pense qu'on ne pourra pas en rester là et que oui, il faudra prendre des initiatives pour faire toute la lumière, non seulement sur ce qui s'est produit, savoir si ça se produit encore à l'heure où on se parle, parce que dans la liste qui est citée, on parle d'une liste qui a été établie à partir de 2016. Donc où en est-on aujourd'hui en 2021 et que fait-on non seulement pour sanctionner les responsables, d'une part, et se prémunir, sécuriser nos échanges par la suite? Je rappelle quand même, c'est un petit détail, mais on est à quelques mois, 9 mois d'une élection présidentielle. Est-ce qu'on peut accepter que potentiellement tous les états-majors politiques soient surveillés de la cave au grenier de cette manière par des États qui viendraient faire intrusion dans le téléphone portable? C'est inacceptable. Et en attendant, à l'ordre du jour aujourd'hui, le projet de loi sanitaire, on en discute ensemble après le fil info de 8h40. Diane Ferchit. Un trafic de passes sanitaires démantelé dans le Val-de-Marne. Une pharmacienne et un homme ont été mis en examen et placés en détention. Des fausses attestations qui étaient revendues 250 € pièce, alors que l'obligation de présenter un pass sanitaire s'appliquera dès demain dans les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Ce sera début août pour les restaurants, les bars et les centres commerciaux, ceux de 20 000 mètres carrés, en l'absence d'un bassin de vie alentour. Les associations de défense de l'environnement manifesteront tout à l'heure devant l'Assemblée nationale. Elles dénonce toujours un manque d'ambition pour le projet de loi climat. Il sera définitivement adopté cet après-midi après un compromis trouvé entre le Sénat et les députés. Journée de deuil national en Belgique, 6 jours après les terribles inondations dans l'ouest de l'Europe. 31 personnes sont mortes dans le pays, selon un bilan qui reste provisoire. Une centaine de personnes n'ont toujours pas donné de nouvelles. En Allemagne, ce sont plusieurs centaines. Là, le bilan s'élève ce matin à 165 morts. France Info. Le 8h30 France Info, Marie Bernardo, Jean-Jérôme Bertolus. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, coordinateur de la France Insoumise, est avec nous. Hier, le projet de loi sanitaire a été adopté en Conseil des ministres. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a fait un point sur l'évolution de l'épidémie juste après le Conseil des ministres. On l'écoute. Nous sommes entrés dans une 4e vague du virus. Si nous partons d'un faible nombre de contaminations, la dynamique de l'épidémie est extrêmement forte. Nous constatons une vague plus rapide, une pente plus raide que toutes les précédentes. Nous devons tout mettre en œuvre dès maintenant pour que cette vague ne soit pas aussi plus dévastatrice. Une situation inédite, dangereuse, et pourtant, vous, la France Insoumise, vous vous opposez à pratiquement toutes les mesures du projet de loi qui a été présenté. Vous pourriez aussi dire, Jean-Jérôme Bertolus, que nous avons proposé beaucoup depuis le début de cette crise
et que rien, absolument rien de ce que les oppositions parlementaires proposent ne trouve grâce aux yeux du monarque qui, une nouvelle fois, nous a fait une démonstration incroyable. C'est que seul, il a décidé de mesures et le Parlement, ensuite, est sommé en quelque sorte de dire oui ou non. Vous allez voter contre, Adrien Quatennens ? Oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je considère que nous avons en effet une 4e vague, qu'elle est grave, et que la priorité, c'est de faire bloc, d'être unis pour lutter contre ce virus. Ça passe donc par des décisions politiques, et j'observe que... Et par le pass sanitaire, alors ? Alors, j'observe que notamment l'Organisation mondiale de la santé parle beaucoup de conviction en matière de politique sanitaire, plus que finalement d'une répression ou d'une contrainte. Et on a un gros problème, c'est que le discours d'Emmanuel Macron, les mots d'Emmanuel Macron mutent plus vite que le virus lui-même. On a en quelque sorte régulièrement le variant Macron qui vient s'adresser à nous, puisque un mois avant les annonces qu'il a faites lundi, il avait dit, le même Emmanuel Macron, ce n'était pas un autre a priori, que le pass sanitaire ne serait pas étendu à tous les domaines de la vie quotidienne et surtout que la vaccination ne serait pas obligatoire. Or, un mois plus tard, il vient de dire le contraire. Je vais vous dire... Elle n'est pas obligatoire. Alors, j'y viens au variant Delta. Elle n'est toujours pas obligatoire. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, qui auraient pu être faites, notamment pour limiter la circulation du virus. Mais première chose, l'état de la confiance dans le pays. Quand on nous dit qu'il faut convaincre plutôt que contraindre, on comprend que cette équipe-là, qui, rappelez-vous-en quand même, sur les masques, au début, nous avait dit c'est pas utile, etc. Tous les mensonges qui ont été faits sur à peu près tout font que la capacité de cette équipe à convaincre qui que ce soit est largement atteinte. Donc, dès lors, que faire ? Le pass sanitaire va en quelque sorte provoquer une société de contrôle généralisé, va fracturer les Français. Dans un moment où on a besoin de se souder. Ce qu'il y a de plus inacceptable dans la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est le fait qu'il fasse en quelque sorte d'une pointe avancée un bouc émissaire la question de la vaccination obligatoire des soignants. Rappelez-vous que le même Emmanuel Macron, au début de l'épidémie, n'avait eu aucun souci à envoyer au front de sa guerre, comme il le disait, des personnels soignants sans l'équipement nécessaire. On se souvient quand même dans la 6e puissance économique du monde d'infirmiers et d'infirmières en sac poubelle en guise de surblouse. Et à l'époque, on n'entendait pas que ça posait un problème de savoir s'ils pouvaient ou non contaminer les personnes. Alors aujourd'hui, on a besoin d'être soudés, dites-vous, on a aussi besoin de limiter la circulation du virus. Bien sûr, mais d'abord, dans la population des soignants, la majorité d'entre eux sont vaccinés. Il reste en effet une portion qui n'est pas vaccinée. Je pense que même auprès d'eux, on peut s'attacher à convaincre plutôt que contraindre. Et qu'en plus, les règles sanitaires à l'hôpital font qu'on est plutôt dans un moment où on est protégé. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que la politique qui a été décidée par Emmanuel Macron considère que désormais la seule solution passe par la vaccination. Moi, je veux dire très franchement, je crois que le vaccin, évidemment, fait partie de la solution. D'ailleurs, nous avons été les premiers avec Jean-Luc Mélenchon à réclamer, ce n'est pas un hasard, la levée des brevets pour que la fracture vaccinale que l'on observe partout dans le monde entre les pays riches et les pays pauvres cesse. Parce que j'alerte aussi, la pandémie est mondiale. Si certains approchent de 100% de vaccination pendant que d'autres sont toujours au début, on ne s'en sortira pas. Adrien Quatennens, d'un mot quand même. Le groupe socialiste du Sénat a indiqué, en reprenant pratiquement vos mots, qu'il était contre une société du contrôle avec la nécessité de présenter ce pass sanitaire partout et que donc il fallait passer à la vaccination obligatoire de tous les Français. Est-ce que ce n'est pas simplement le bon sens ? Est-ce que finalement, face à cette 4e vague, il ne faut pas se résoudre effectivement à ce que tout le monde soit vacciné comme on a déjà des vaccins dans la vie quotidienne ? Moi, je vais vous dire, je ne suis pas médecin, mais ce que j'observe, avec raison, en regardant ce qui ressort des publications scientifiques, c'est que évidemment, on doit tendre vers 100% de vaccination chez les publics les plus fragiles. Qui sont les personnes les plus fragiles ? Les personnes de plus de 60 ans, les personnes obèses, quel que soit leur âge, et les personnes qui ont des comorbidités. Ces personnes-là, c'est clair. Et on n'y est pas pour l'instant. C'est clair, il faut aller vers 100% auprès de ces personnes-là. Donc il faut aller convaincre, il faut aller vers directement ces populations pour discuter avec elles et les convaincre de la nécessité de se faire vacciner. Pour tous les autres, il faut en passer aussi par la conviction, dire qu'en effet, et dire la vérité, dire le vaccin, il est efficace pour lutter contre les formes graves, il évite les hospitalisations, il évite parfois des Covid longs, mais dire aussi que le vaccin n'empêche pas la contamination. Il la limite, mais il ne l'empêche pas. Donc on ne peut pas se résoudre à faire du vaccin la seule solution. Et quand Emmanuel Macron se félicite sur le Tour de France de dire depuis ses annonces, les Français auraient pris conscience. Il a parlé d'une prise de conscience par rapport aux 3 millions de rendez-vous. Mais de quoi ont pris conscience les Français qui vont se faire vacciner pour une majorité d'entre eux ? Ils ont pris conscience que s'ils n'avaient pas le pass sanitaire, ils allaient passer un été pourri. Ça oui, ils en ont pris conscience. Mais moi je vois que beaucoup de ceux qui vont se faire vacciner, ce sont par exemple les jeunes,
et pas spécialement les publics fragiles qu'on devrait viser. Et j'attire votre attention sur le fait, et j'en termine là, qu'en plus du vaccin, il nous faut continuer à tester massivement. Parce que l'OMS disait aussi que tester, c'est une nécessité. Et vous êtes contre le déremboursement des tests? C'est une catastrophe. Non, mais le déremboursement des tests PCR risquerait de nous mettre en danger sur la situation épidémique. Le temps passe, j'aimerais quand même avoir votre avis, votre opinion, plus exactement, sur le sort d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Il a été mis en examen. C'est une situation inédite sous la Ve République. Est-ce que, selon vous, il peut continuer à exercer pleinement et sereinement ses responsabilités? Je crois qu'il y a une difficulté à être ministre de la Justice et d'être soi-même mis en cause par la justice et mis en examen, c'est clair. Il faut qu'il démissionne. Je ne réclamerai pas sa démission pour une raison, c'est que ça appartient à Emmanuel Macron. On se souvient qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, avait traité en écartant les ministres mis en examen précédemment. Je pense à M. Richard Ferrand, à M. François Bayrou. Donc, en quelque sorte, c'est M. Macron qui provoque un précédent en décidant de renouveler sa confiance à Éric Dupond-Moretti, alors que celui-ci est à son tour mis en examen. Ça lui appartient aussi à Éric Dupond-Moretti, c'est de sa responsabilité. Oui, mais la présomption d'innocence est un principe fondamental. C'est à l'accusateur de prouver son accusation. À cette heure, Éric Dupond-Moretti est mis en examen, il n'est pas coupable. Peut-être le sera-t-il au moment où il y aura un jugement et qu'on vérifiera sa culpabilité. En attendant, ce qui est clair, et d'ailleurs mon collègue Hugo Bernalicis avait lui-même porté plainte contre Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République, c'est qu'on voit bien que cette mise en cause, cette mise en examen pour prise illégale d'intérêt révèle des pratiques sur lesquelles on peut douter. Ce qui est reproché à Éric Dupond-Moretti, pour qu'on soit clair, parce que tout ça paraît aussi confus, c'est d'avoir utilisé ses prérogatives de ministre de la Justice, de garde des Sceaux, pour régler des comptes de la période où il était avocat, avant d'être ministre, avec un certain nombre de magistrats, à la fois dans l'affaire des Fadettes, sur l'affaire Paul Bismuth qui avait concerné M. Sarkozy et dans laquelle un avocat très proche d'Éric Dupond-Moretti, M. Herzog, était cité, ou dans une autre affaire, celle-ci plus étonnante, à Monaco, où il y a une question de malversation. 10 secondes, il nous reste 10 secondes. Donc, moi, j'aimerais juste avoir votre avis, avant qu'on s'interrompe. Est-ce que vous allez inviter toute la gauche à votre université d'été, ou alors est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, la gauche est fracturée et c'est terminé? Vous passez très vite d'un sujet à l'autre. Oui, mais il ne nous reste plus que quelques secondes. Il nous reste 10 secondes. D'accord. Alors, écoutez, les amphis d'été, c'est du 26 au 29 août, et nous allons faire un grand événement. Il y aura des concerts. Est-ce que la gauche sera là ou pas? Oui, il y aura des invités, effectivement, de beaucoup de partis politiques. Il y aura des écologistes qui sont membres de la primaire. Il y aura sans doute une belle délégation de génération, peut-être Benoît Hamon. Il y aura des communistes. Oui, tout ce monde continue à se parler. Mais il ne vous aura pas échappé qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous venons de prendre un tournant dans la campagne. C'est que nous considérons que si on va jusqu'à l'automne, avec les primaires et tout le reste, on ne s'en sortira pas. Ce qu'il faut, c'est sur un programme, aller convaincre. Et ça se passe avec l'Union populaire sur mélenchon2022.fr. Et on en reparlera fin août. J'espère bien. Adrien Quatennens, merci beaucoup d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin. 9h moins 10, c'est le fil info, c'est avec Diane Fercher.